Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 5 mai 2024. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, dans les coulisses du livre, je reçois le duo de créateurs derrière la série Folle École, Catherine Trudeau et Jean-Philippe Maurras. Et on terminera l'émission avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, on rencontre Geneviève Chauvette, enseignante de 6e année à l'école Wilfrid Bastien, et deux de ses élèves, Alice Lavallée-Poirier et Amina Taha. Et notre précieuse collaboratrice, Marie Barguirgian, nous revient, comme le printemps, et elle fait des liens dans sa chronique entre lecture et cinéma. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent des livres jeunesse et qui les font lire aux jeunes. Aujourd'hui, on rencontre Geneviève Chauvette et deux des élèves de sa classe de 6e année à l'école Wilfrid Bastien, Alice Lavallée-Poirier et Amina Taha. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bienvenue à Imagemo à voix haute. Et on salue également Isabelle Massé, la directrice de l'école, qui a eu la gentillesse de venir avec vous aujourd'hui, de l'école jusqu'au studio de Canal M. Bonjour Isabelle. Geneviève, on se connaît depuis longtemps. On va se dire tu. D'abord, on va situer l'école Wilfrid Bastien, si tu veux. C'est une école dans le quartier Saint-Léonard, dans l'est de Montréal, très multiethnique. Grosse école, là, près de 900 élèves environ. Oui. Donc, oui. Indice de défavorisation? On est dans le 9. Oh, quand même. Quand même, oui. Quand même. On en tient compte. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette école-là? Il y a combien d'élèves? Tu l'as dit tantôt. Oui, 900 élèves environ. C'est une des plus grosses du centre de service scolaire. Oui, effectivement. De la Pointe-de-l'Île. De la Pointe-de-l'Île. Ouais. Donc, on a plusieurs classes régulières, là, autour de 4 à 5 classes par niveau. On a les élèves, où on accueille les élèves TSA dans chacun des niveaux, parfois même plusieurs classes par niveau, ainsi que des classes d'accueil qui nous sont arrivées en fil au courant de l'année. OK. Ah, oui, ça, c'est un retour de classe d'accueil. Oui. Geneviève, tu as fait récemment une maîtrise en didactique, plus précisément sur l'intégration de la littérature jeunesse au quotidien dans la classe à l'Université de Montréal avec Isabelle Montesinos-Gelais. Exact. Et tu utilises souvent les réseaux littéraires pour travailler la lecture, l'écriture, la communication orale avec tes élèves. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de ce que vous travaillez actuellement en classe, le réseau littéraire que tu as nommé « Mon identité, ma vie ». Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Quelle discipline ça touche? Puis comment ça fonctionne? Ben en fait, c'est sûr que ça touche la lecture, évidemment, tout ce qui est stratégie, des différents dispositifs. Là. Lecture à deux, on fait des cercles de lecture aussi. Les élèves vont bientôt avoir aussi un roman de façon individuelle à lire, un genre de critique littéraire qu'ils devront faire par rapport à un roman qu'ils auront choisi en lien avec le thème. Puis à ça, on ajoute de l'écriture, on ajoute certaines stratégies d'écriture aussi, parce que on lit sur des élèves, des enfants qui sont chacun uniques. Puis là, ça va être à nous ensuite de rédiger pour écrire notre propre unicité. C'est intéressant d'aborder ça sous l'angle de l'unicité. Oui, j'aime ça. Donc, vous utilisez plusieurs dispositifs avec les élèves. Tu leur lis et ils en lisent des livres aussi, des livres sélectionnés que vous mettez en relation. Complètement. À partir du thème de la construction de l'identité dans ce réseau littéraire, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, on va aller observer plusieurs personnages, puis on va les mettre en relation, on va faire les comparaisons, en fait, les forces, les faiblesses de l'œuvre de base. Et en plus de ça, avec le thème, on va aller voir où est-ce qu'on se situe à travers tout ça. Qui on est, nous. Exactement. Exact. Parce qu'on est en 6e année, donc on est toujours en construction d'identité, mais... Oui, c'est assez fort en 6e année. On l'est beaucoup, là. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on l'a dit en début d'émission, il y a avec nous Alice et Amina, et vous avez toutes les deux apporté un livre qui fait partie de ce réseau pour nous en parler. On va commencer avec Alice, si vous voulez. C'est quoi le livre que tu as choisi et dont tu veux nous parler, Alice? J'ai choisi le livre L'enfant silence. Oui.
Et c'est écrit par? C'est écrit par Céline Roumière. Oui, Romy, c'est un drôle de nom, hein? Ouais. Romy Guyère. Ouais, c'est ça. Et il y a des illustrations aussi? Oui, il y a des illustrations. Ben, ça touche beaucoup les illustrations, mais comme moi, c'est pas le truc qui m'a le plus touché, c'est vraiment le texte. Le texte t'a touché beaucoup. OK. Et c'est illustré par Benjamin Lacombe. D'accord. Et ça, on publie, c'est les éditeurs, l'éditeur, c'est Seuil. C'est ça, hein? C'est ça. Raconte-nous. Seuil Jeunesse. Seuil Jeunesse, oui. Raconte-nous, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de qui? C'est l'histoire d'une petite fille qui avait des problèmes familiales, veut dire que ses parents n'étaient pas super gentils avec elle. OK. Puis elle le dit à personne. Elle garde ça pour elle. Ouais, c'est ça. Puis elle parlait pas tout court, en fait. Puis chez elle, il y a les jours rouges et les jours bleus. Les jours rouges, c'est quand elle est comme plus triste, elle fait des bêtises. Puis les jours aussi, comme ils disent dans le livre, les jours où est-ce qu'elle mouille sa culotte. Oh oui. Oh oui. Et les jours bleus, qu'est-ce que c'est alors? Les jours bleus, c'est les jours où est-ce que leurs parents... Ses parents sont gentils avec elle, puis ils lui font des câlins et tout. Puis les jours très rouges, c'est la ceinture de cuir qui... Aïe. Alors, c'est un livre où on parle de violence faite à une petite fille. Oui. Il y a de la violence familiale. Ouais. Aïe, dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui la rend unique, ce personnage? Ben, surtout qu'elle parle à personne. Elle parle dans sa tête, surtout. Elle parle comme il y a des mots qui volent dans sa tête, puis elle ose jamais en mettre un. Puis, surtout qu'elle se fait maltraiter par ses parents. Alors, c'est une grosse différence à comparer des autres qui ne se font pas. Non, c'est ça, qui vivent dans un milieu familial qui est plus harmonieux, qui est plus facile pour eux. Elle doit vivre des émotions, cette petite fille. Est-ce qu'on en parle? Elle vit beaucoup de peur. Ben, c'est la principale émotion qu'elle vit. Surtout parce qu'elle a peur de rentrer chez elle. Elle a peur de ses parents. Elle a peur des jours rouges. Elle a peur de absolument tout ce qui peut lui arriver. Puis même que ses parents, elle les appelle les loups tellement qu'elle en a peur. Ah oui. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une figure qui est rassurante? Est-ce qu'il y a un personnage qui finit par être bon pour elle dans cette histoire? Oui. Ouais. Il y a une dame qui l'aide, qui essaie de la faire parler, mais elle se dit, genre, je vais pas parler parce que j'essaie, genre, elle veut dire un truc, mais elle sait que c'est pas ça que la dame, elle veut entendre. Elle fait juste pas parler. Aïe. Pourquoi tu as choisi de nous parler de ce livre-là en particulier, toi? Parce que c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. C'était dur à lire, mais en même temps très bon à lire. Puis je voulais vraiment en parler pour faire comprendre aux gens comme quoi ils ont de la chance quand même. Ah oui, quand on est dans un milieu familial qui est plus harmonieux, ça nous fait apprécier la chance qu'on a. Puis c'est quoi le message? Donc c'est ça le message que l'auteur, l'autrice a pour nous. Considérez la chance que vous avez, puis ouvrez vos yeux peut-être pour dénoncer la violence quand vous la voyez. Puis moi je trouve vraiment que c'est un beau message parce que, par exemple, tu as un examen, tu te dis j'ai pas de chance. Puis après, comme quand tu lis ce livre, tu te dis « Ah, ouais, j'ai peut-être la chance finalement. » Ma vie est belle finalement, hein. Et c'est vraiment... Merci beaucoup de nous faire connaître ce livre. Je rappelle le titre « L'enfant silence » de Cécile Roumy-Guyère et Benjamin Lacombe. L'éditeur, c'est Seuil Jeunesse. Amina, t'as apporté un livre toi aussi. Oui. Tu voudrais bien nous en parler? Qu'est-ce que c'est d'abord le livre dont tu veux nous parler? C'est La petite fille à la jambe de bois. Oui. On comprend juste au titre qu'elle est handicapée. Elle est handicapée parce qu'elle a une jambe de bois. Oui, d'accord. Qui a écrit ça? C'est Hélène Castel. Et il y a des illustrations aussi? Oui, de Marion Arbona. Oh, Marion Arbona, qui est québécoise. Et ça, c'est édité par qui? Les 400 coups. D'accord, ça aussi, c'est une maison d'édition d'ici. Qu'est-ce que ça raconte, Amina, cette histoire? C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Penny. Elle a 6 ans.
Elle était handicapée, elle avait une jambe en bois. Ouais. Elle se faisait harceler à l'école. Oh. Un jour, sa pire ennemie, Meredith, elle a lâché un pivert en espérant que l'oiseau mange son autre jambe. Ah oui, parce que le pivert, c'est le pic-bois, hein? Oui. Ah, mon Dieu, que c'est méchant, oui. Pour se venger, elle s'est battue avec elle. Puis le lendemain, Meredith, elle est venue avec un plâtre. Oh. Et un jour, la mère de Penny l'a chicanée parce qu'elle en avait marre de son comportement, parce qu'elle lui faisait des farces Ouais. et tout. Puis pour se consoler, elle chantait à sa cantine. Puis Ouais. soudain, elle se rappela que sa grand-mère, elle lui avait dit que les pirates, eux aussi, ils avaient des jambes de bois et qu'ils oui. étaient courageux, que même ils n'avaient pas d'œil. Oui. Et sa mère lui avait aussi dit d'avoir confiance en elle. Et le lendemain, Oui. il y avait un nouveau sport. Puis il y avait personne qui se moquait d'elle. OK. Et après, il y a un extrait de l'auteur qui m'a vraiment touchée. Oui. C'est comme, à vous dire, elle avait un atout que les autres n'avaient pas, une jambe de bois. Donc moi, je comprends qu'elle est vraiment unique et Ok. qu'elle n'a pas de différence. Et que ce qui la distingue devient un avantage ou un atout pour elle. Oui. Ah, c'est formidable. Tu disais qu'au début du livre, elle avait un comportement parfois désagréable. Donc, ça lui faisait vivre des émotions négatives. Oui. Cette différence qu'elle a. Puis, il y a un retournement dans le livre où cette particularité devient une force pour elle. Oui. Et est-ce qu'elle est fière à la fin? Oui, elle est bien fière d'elle. Oui. D'accord. Puis pourquoi tu as choisi ce livre-là, toi, en particulier? Parce que ça m'a vraiment touchée qu'elle se fait harceler. Parce que ça veut pas dire qu'une personne n'est pas bien physiquement ou mentalement, que ce n'est pas comme nous, genre un vrai être humain. Ah ah. Ils sont tous comme nous. Mhm. Et donc, il faut aller chercher en chacun Oui. ses forces Oui. et partir des défis que la vie nous apporte Oui. pour les transformer en force. C'est peut-être ça le message que l'autrice veut nous donner, Oui. laisser pour nous. Ah, c'est formidable, Amina. Et Geneviève, donc, on revient vers toi. Merci, Amina. Merci, Alice. De rien. Pourquoi tu tenais à faire vivre ce réseau littéraire, en particulier à tes élèves? Qu'est-ce que ça leur apporte? Bien, en fait, ça leur apporte. C'est surtout un constat que j'ai eu à travers les années où est-ce que la différence, on en parle beaucoup. Ouais. Et ça, depuis le début, depuis l'entrée à l'école en maternelle. Puis, je trouvais des fois, rendu en 6e année, ça tombe un peu dans la morale. Donc, un peu moralisateur. Tu sais, Ouais. la différence, il faut respecter et tout. Puis, je voyais que les élèves commençaient à être un peu blasés. Ouais. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Puis- Mhm. Et là, j'ai décidé d'y aller plus de leur côté à eux, où est-ce que, justement, on en parlait au début, l'émergence, tu sais, la quête de sens, la quête d'identité, qui suis-je dans ce monde et tout, donc le début de l'adolescence. Puis j'ai décidé parce que je trouvais quand même important de parler des différences puis du respect de tout le monde, j'ai décidé d'y aller plus dans l'unicité, donc dans l'individualité. Moi, je suis qui, puis qu'est-ce que je veux offrir aux gens, puis qu'est-ce que je veux que les gens voient de moi. Donc, qui oui. est-ce que je veux être là-dedans? D'accord. Ouais. C'est vraiment, c'est un angle que j'aime beaucoup. J'aimerais ça revenir à Amina et Alice. Pourquoi vous pensez que ce réseau littéraire-là est utile pour les élèves de votre âge? Est-ce que vous pensez que c'est utile pour les enfants de votre âge? Pourquoi, Amina? Car il y a des gens, ils ont vraiment pas confiance en eux. Comme des fois, il y a des gens, ils disent que comme ils doivent perdre du poids, genre, ou des Ouais. choses comme ça. Ouais. Mais comme c'est ça qui leur rend unique. Mhm. Ça veut pas dire que t'es différent, que genre ça va changer. Genre Non. tout le monde est unique. Et il faut s'accepter comme on est. Oui, ça finalement. va rien changer à ta vie si tu es grosse ou n'importe quoi. Ouais, je comprends. Puis Alice, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que c'est vraiment un bon réseau. Mhm. Comme c'est un bon réseau, comme j'aime le lire moi personnellement. Ouais. Puis en plus de tout ça, je trouve que c'est bien pour changer la mentalité des gens. Mhm. Surtout des gens qui pensent que la différence c'est pas beau, que tout le monde doit être pareil. Mhm. Moi, je trouve que c'est un beau réseau. Se dire que on est chanceux, se dire que OK, peut-être les gens qui se moquent de d'autres,
peuvent se dire, genre, OK, je vais arrêter, je comprends plus. Ça fait réaliser ça. Hein? Ouais. Si je vous demandais de vous projeter dans le temps, on fait un exercice, puis on essaie d'imaginer votre vie dans à peu près 15 ans. OK. Comment vous voyez, de quelle manière vous pensez que chacune vous serez utile? C'est quoi vos forces qui vont vous aider quand vous serez des adultes? Est-ce que vous avez une idée de ça? Ouais, un peu. Qu'est-ce que tu penses, Alice, toi? Ben moi, le métier de mes rêves, ça serait de devenir enseignante. Oui. Parce que j'aime beaucoup les enfants. Puis déjà, ma première idée, c'était un peu plus vers les garderies. Oui. Mais j'ai changé d'avis, surtout quand j'ai commencé à jouer, genre professeur faux. Ah oui. Mais genre, j'ai trouvé ça le fun, j'ai aimé ça. Puis à chaque fois que je jouais, je me disais, OK, c'était mon rêve. Des fois, j'ai eu plein de petites idées de métiers, mais en ce moment, c'est vraiment... C'est ça qui t'attire. Ouais. Puis toi, Amina, qu'est-ce que la force que tu as qui pourrait t'être utile dans 15 ans? Ben moi, c'est aussi enseignante, Ouais. mais aussi un peu de médecine Oui. pour revoir sauver les gens, accouchement et tout. Aussi enseignante parce que j'aime vraiment beaucoup les enfants. Genre des fois, ils peuvent, s'ils ont un problème, genre ils viennent vers moi, ils s'expriment Oui. envers moi. Fait que t'es capable d'écouter. Ah ben, on se le souhaite, hein, parce que des enseignants, on en a besoin. Je vous remercie toutes les trois. Je rappelle que les auditeurs vont pouvoir retrouver des liens vers les titres, ceux qu'on a mentionnés aujourd'hui, et puis aussi beaucoup des titres qui sont dans ton réseau littéraire, Geneviève. Je te remercie pour la confiance que tu as dans le potentiel de chacun de tes élèves, pour ce que tu mets en place, en passant par les livres, notamment, pour que les enfants le découvrent. Merci à vous deux. Merci Alice Lavallée-Poirier. Merci Amina Tara. Et merci à Isabelle aussi, Isabelle Massé, votre directrice. Au grand plaisir. Et puis, plein de plaisir pour la fin de l'année. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Hein. C'est vraiment gentil. Je m'appelle Charles, j'ai 12 ans. Le personnage qui me fait penser à moi, c'est Harry Potter de la série Harry Potter, parce qu'il est courageux, il aime explorer et vivre des aventures comme moi. La chronique de Marie Barguirdian. Bonjour Marie Barguirdian. Bonjour Marie Lalande. On est très, très, très heureuse de vous retrouver. Mais moi aussi. Vous nous revenez, je l'ai dit en début d'émission, comme le printemps. Ça fait toujours autant plaisir. Et dans votre chronique d'aujourd'hui, vous faites des liens entre lecture et cinéma, c'est ça? Eh oui. Oui, je vous écoute. Un vaste sujet à l'heure où les jeunes générations semblent souvent avoir remplacé les écrits par les écrans. On peut se réjouir de voir comment la littérature pour la jeunesse reste d'une riche créativité, tout en dialoguant avec d'autres univers visuels tels que le cinéma d'animation et la télévision qui se nourrissent des récits inventés dans les albums, les contes, les romans, les bandes dessinées pour les jeunes. À l'inverse, on assiste aussi à un phénomène plus commercial, celui de la novélisation de films ou de dessins animés. Donc la mise en livre de ces films et dessins animés qui n'est pas toujours réussi, mais j'y reviendrai. J'ai appris un nouveau mot, la novélisation. J'ai eu envie de faire cette chronique en fait parce que a circulé récemment une courte capsule adaptée de l'album Adélie de Jean-Claude Alphen, publié chez Deux, qui m'a beaucoup séduite et je me disais c'est quand même formidable pour les enfants qui connaissent l'album de voir les personnages se mettre en vie. Ouais. J'étais comme une enfant de 4-5 ans et même si je n'avais pas connu l'histoire, j'aurais aussi été séduite par ce récit tendre et délicat. Au-delà, je me suis aussi dit que pour que ça fonctionne, il fallait d'abord une bonne histoire, un bon scénario, disons aussi, et un peu de magie. L'adaptation des œuvres littéraires au cinéma, j'ai fait mes petites recherches quand même, date des débuts du cinéma. Georges Méliès et les frères Lumière, dans leur film Le Voyage dans la Lune, ont en effet adapté le roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune, et ça, c'était en 1902. Quand même. Qu'elle soit souhaitable ou non, l'adaptation d'une œuvre littéraire au cinéma ajoute quand même une nouvelle dimension, une nouvelle vision, car le cinéma montre, alors que la littérature fait appel à la capacité du lecteur à imaginer,
surtout quand il s'agit de romans, bien sûr. Pour les albums, c'est un peu différent puisqu'il y a déjà une image. Ouais. Mais je pense par exemple dans les albums à l'adaptation fabuleuse de Max et les Maximons. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Marie. Il y a C'était longtemps. sorti en 2009 par Spike Jonze. Il est entré dans toutes les ellipses du texte de Maurice Sendak et a vraiment fait œuvre artistique, notamment sur l'île des monstres. Il a réussi à élargir le récit déjà très puissant de Sendak. Les œuvres choisies pour être adaptées sont en général des histoires qui sont devenues des classiques quand même et qui ont un caractère universel comme toute œuvre qui perdure dans le temps. Certaines ont pris la forme d'un film, c'est le cas pour Charlie et la chocolaterie, j'y reviendrai, ou encore ce roman magnifique Cheval de guerre de Michael Morpurgo pour les plus grands, adapté au cinéma par Spielberg. Non le moins. Pas rien, voilà. Plus près de nous, La mystérieuse Mademoiselle C, bien sûr, célèbre roman de Dominique Demers, qui a d'ailleurs participé au scénario, a reçu un immense succès, plus de 250 000 spectateurs, quand même au Québec, c'est énorme. D'autres albums ont été adaptés en dessin animé, comme les séries, par exemple le fameux Simon Super Lapin ou Trotro. Ce sont des cas où les dessinateurs originaux ont participé à leur création. Ils ont élargi le monde de leurs personnages grâce aux mutations de leurs livres, qui impliquaient d'autres contraintes, d'autres visuels. Par exemple, pour Super Lapin, il a fallu inventer un peu toute la maison de Super Lapin qu'on ne voit que très peu dans les albums. Il arrive parfois que l'on se détourne un peu de l'original, mais que l'on reprenne de l'histoire, les valeurs, les actions essentielles, l'univers, que l'on reconstitue autrement pour le mettre au goût du jour. Je pense à la série autour du Petit Prince, dans une adaptation de Mark Osborne, c'était en 2015. Alors avec des budgets énormes, où on utilise des effets techniques qui jonglent entre une histoire moderne et les dessins originaux de Syntex. Pas inintéressant, même si on est très attaché à la version originale du Petit Prince. Adapter, ça signifie évidemment faire des choix, avoir des partis pris, faire des coupures, des ajouts, enlever certaines descriptions, mais aussi se poser la question: quelle voix veut-on faire entendre? Voix VOX. Et VOX, exactement. Alors, j'ai pensé à L'homme qui plantait des arbres. Le peintre et réalisateur Frédéric Bach, quand il découvre le texte de Giono, décide d'en faire un film d'animation. Dans cette histoire, il y avait un enjeu politique, pourrait-on dire, celui de montrer qu'on pouvait changer le visage d'une région par la force d'un engagement. Mais il y avait aussi un enjeu artistique, évidemment. D'abord, Frédéric Bach prend le parti de choisir une voix off qui restitue à 99% le texte de Giono. Pour ça, le personnage Elzéar Bouffier devient carrément muet. Il ajoute à cela le son des crayons qui bruissent à l'écran comme le vent dans les feuilles. Frédéric Bach dessinait souvent au crayon de cire lui-même et dans l'esthétique qu'il apporte à ce récit, il donne vraiment l'idée de la peinture en mouvement. C'est très fort. Et avec la voix de Philippe Noiret. Oui, c'est vrai. Magnifique. C'est vrai, merci de le préciser. Ensuite, je pourrais énumérer quantité incroyable de livres ou albums destinés au jeune public qui ont été portés à l'écran. Évidemment, Le Petit Nicolas, Ernest et Célestine, un peu contestés parfois, Les Contes, Harry Potter. Il arrive aussi bien souvent qu'on ne connaisse pas l'origine des histoires portées à l'écran quand on est jeune spectateur. Et non, Peter Pan et Mary Poppins ne sont pas des créations de Disney, ce sont bien des livres, l'un écrit par John Barry et Mary Poppins par Pamela Travers, qui ne voulait d'ailleurs rien savoir de Disney au départ. Je crois qu'il a mis 20 ans à la convaincre. Alors, si les films ou dessins animés permettent de faire découvrir des livres, je dis tant mieux. Il ne faudrait simplement pas oublier l'origine des histoires. Et pour revenir à Disney, il faut en parler quand même. Aujourd'hui, il est pas mal décrié. Je dirais qu'au fond, les contes ont toujours évolué, changé au fil des siècles, suivant des transformations, des changements sociaux. Si je trouve que l'univers de Disney joue sur la caricature, décrivant sans finesse les traits de certains personnages, c'est que le scénario s'intéresse plus au développement personnel, on va dire, des personnages qu'à la valeur philosophique des contes. Et puis, il y a évidemment tout l'aspect commercial, un peu grossier derrière les dessins animés. Cette novélisation, donc vous venez d'apprendre, des dessins animés, donc des livres adaptés par des équipes commerciales. Ce ne sont pas des œuvres de littérature jeunesse. Le lien texte-image est déséquilibré, le texte souvent mauvais, les images
des cartes de mode, C'est bref. discutable. Là. Très discutable. Et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec des auteurs au Festival du Livre de Paris, dont je reviens. Oui. Et quelqu'un comme Grégoire Solotarev, qui avait fait une adaptation de son fameux Loulou, quand je lui ai demandé s'il referait l'expérience, m'a plutôt répondu non, car les contraintes, le temps d'élaboration, le rendu des personnages, tout ce travail très intense et long auquel il a participé lui-même, ne le satisfait jamais complètement. Son trait particulier et vibrant n'est pas le même qu'au cinéma. Le personnage n'est donc pas incarné de la même façon. Mais bon, soyons honnêtes, ça lui a permis de vendre un nombre assez conséquent d'albums, que ce soit l'album original ou même l'album novélisé du film d'animation. Ouais. Bon, encore une fois, ça fonctionne parce que l'histoire est solide. C'est ça prend quelque chose de solide. Et il faut bien reconnaître que faire des livres pour la jeunesse, c'est aussi un acte commercial. Il faut bien vivre. Ben oui. Alors, bon, je reviens un tout petit peu sur Charlie et la chocolaterie, quand même, un classique qui date de 1964, porté à l'écran par Tim Burton. Bon, c'est une histoire que tout le monde connaît. Le jeune Charlie, Charlie Bucket qui découvre un jour dans une tablette de chocolat un ticket doré qui lui permettra de visiter la chocolaterie merveilleuse de l'extravagant Willy Wonka, interprété par Johnny Depp. Un véritable succès populaire, près de 500 millions de dollars de recettes. Aïe. Mais si au final, Charlie et la chocolaterie fut le film que les jeunes adorent, ça n'a pas été facile, presque 15 ans de négociations. Plus l'édition jeunesse se diversifie et se porte, plus elle inspire le cinéma et donne la tendance. Je pense à tous ces livres d'heroic fantasy. Hollywood s'est vraiment emparé de ces univers fantastiques. Harry Potter, à la croisée des mondes. Et pensons à la trilogie Hunger Games, passée quasiment inaperçue lors de sa sortie en librairie en 2010. Eh bien, ça a inspiré ces longs métrages, un parc d'attractions, bientôt un spectacle à Broadway. Oui. Donc, littérature et cinéma, le succès est atteint dans la mesure où ils servent un même objectif, raconter des histoires aux enfants et aux jeunes et vivre aussi ces histoires en famille. De nombreuses passerelles sont possibles et les maisons d'édition travaillent étroitement avec les producteurs de films et de séries pour l'adaptation de leurs livres au cinéma ou à la télévision. C'est très souvent gagnant. Et oui, et pour nous, aujourd'hui, c'était très, très gagnant parce qu'on a fait des liens. C'est ce qui est bien de le faire avec les enfants aussi. Exactement. C'est pour ça que j'ai souligné aussi de le faire en famille pour que la famille ensuite apporte le livre. Alors, je vous remercie, Marie. De rien, ça me fait plaisir. Et on va trouver les liens vers les titres que vous avez mentionnés. Au plaisir d'une prochaine rencontre, Marie. Je m'appelle Lilia, j'ai 12 ans. Et le personnage qui me fait penser à moi, c'est Beth dans Les 4 filles du Dr March, car elle est discrète et elle se fait toute petite. Elle joue du piano comme moi. On vous revient après cette courte pause. En seconde partie d'émission, je reçois un duo dynamique, entre autres complices de la série Folle École, la comédienne et autrice Catherine Trudeau et l'auteur-illustrateur Jean-Philippe Maurras. Et pour terminer, il y aura des actualités littéraires. À tout de suite! On est de retour à Images et mots à voix haute. Bienvenue en deuxième partie d'émission. Je m'appelle Amine, j'ai 12 ans et j'aime les livres de Akira Toriyama parce qu'il a fait le meilleur anime du monde et c'est mon manga préféré et c'est aussi lui qui a fait tous les Dragon Ball. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je suis bien heureuse de recevoir les deux créateurs de la série Folle École, la comédienne animatrice et autrice Catherine Trudeau et l'auteur-illustrateur Jean-Philippe Maurras. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue à Images et mots à voix haute. J'aimerais prendre le temps de vous présenter aux auditeurs, aux auditrices, tous les deux. Catherine, vous êtes née à l'Assomption, comme Céline. Céline, c'est à Charlemagne, mais c'est des villes voisines. Vous êtes née à l'Assomption. Oui. Et vous habitez maintenant la Rive-Sud. Vous avez étudié en lettres et obtenu un diplôme en interprétation au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Depuis 1999, on vous a vu dans plusieurs films et séries télévisées ainsi qu'au théâtre.
bon 25e. Oui, merci. Quand même. Oui. Vous avez également animé à la télé et livré des chroniques sur la littérature jeunesse à la radio de Radio-Canada. On s'ennuie, d'ailleurs, de ça. Oui, moi aussi, je m'ennuie beaucoup. Vous avez publié déjà quelques livres jeunesse dont on va reparler tantôt. Ma vie avec un saumon fumé, Les deux Bérénices, en plus de cette collaboration avec Jean-Philippe, qui a fait les illustrations des 3 tomes de Folle École. Jean-Philippe Moras, vous êtes diplômé en animation 3D. Vous avez été coordonnateur de production pour divers studios de cinéma et de télé pendant une dizaine d'années et vous avez quitté cette carrière pour écrire et dessiner vos propres histoires. Vous avez, vous aussi, publié quelques livres pour les enfants, Maman dans les nuages et Pas si différent, ainsi que le tout dernier, Sriracha, chat, C-H-A-T, aventure à la cabane à sucre, en plus de collaborer avec Catherine comme illustrateur. Comment c'est né cette collaboration entre vous deux pour la série des 3 tomes de Folle École, qui est publiée d'ailleurs aux éditions de La Bagnole? Veux-tu me laisser parler de ça? Parce qu'on n'a peut-être pas la même version. Je sais pas. Ouais. Parce qu'on se connaissait peu. Jean-Philippe et moi, on s'était croisés quelques fois lors d'événements, puis on a beaucoup d'amis communs. Et je me rappelle d'un déjeuner où on s'est croisés, on fera pas de pub, là, mais un restaurant déjeuner sur la rue Masson à Montréal. Et puis, Jean-Philippe me disait qu'il avait décidé de faire le saut, de quitter sa job de jour, comme on dit, pour se lancer à plein dans l'illustration. Et puis, moi, c'est resté dans ma tête, ce grand coup-là qu'il avait le goût de faire. Je trouvais ça formidable de se lancer dans l'eau frette. Puis c'est vrai, moi, j'y vais, je veux vivre de ça, je veux essayer ça. Et quelques mois après, je pense, j'ai eu un appel de La Bagnole à créer une nouvelle série avec eux. Et c'est le premier nom qui m'est venu en tête pour l'illustrer, de ce gars-là que je connaissais peu, en fait. Ouais. Puis j'ai dit, j'ai l'illustrateur parfait pour cette série qu'on pourrait faire ensemble, qui est Folle École. Et j'ai proposé son nom. Et puis la suite, on la connaît. Voilà. Donc, c'est né d'une pulsion, je dirais, de vouloir collaborer avec cette personne-là. C'est bon? Est-ce qu'on a la même version? On a la même version. Je me rappelle de ça. Il y a un micro-détail, peut-être, c'est que quand j'ai signé mon contrat pour Maman dans les nuages, j'ai aussi écrit à Catherine pour y demander des commentaires, parce que pour moi, c'est la queen de la littérature jeunesse du Québec. Oui. Puis, c'est vrai, tu m'avais envoyé ton manuscrit, puis on a échangé. On a eu des échanges là-dessus. C'est en parallèle de cette démarche-là que tu avais. Oui. Puis Folle École est venue après. Folle École est venue après, mais Folle École est sortie avant Maman dans les nuages. D'accord, c'est ça, c'est pour ça. Okay. Oui, d'accord. On n'a pas toujours le contrôle de la date de sortie. C'est ça. Ouais. Pour ma part, moi, j'ai entendu parler de Folle École l'an dernier, lors de la finale du Grand Défi Lis avec moi, par l'un des 2 grands lecteurs 2023, Henri Bergeron, qui en a lu un extrait et qu'on a reçu ici en septembre dernier avec son enseignant Xavier Gagnon-Marquis. C'est Henri, donc, qui m'a fait découvrir le tome 1 et qui nous disait que vous étiez, Jean-Philippe et lui, meilleurs amis. Est-ce que vous saviez ça, qu'il était un formidable ambassadeur, Henri, pour Folle École? Bien, absolument. Henri, en fait, j'ai donné, moi, sa première copie de Folle École. Je pense que c'est la première personne à qui j'ai donné le livre. Quand j'ai reçu... on reçoit toujours un petit lot de 10 copies, peut-être, qu'on peut offrir. Puis, en fait, les parents d'Henri, c'est un couple d'amis à moi que je connais depuis vraiment très longtemps, parce que plus d'une quinzaine d'années. Donc, c'est ça. Je savais que c'était un grand lecteur. Puis, Henri est quelqu'un d'exceptionnel. Puis, je dois quand même mentionner aussi que suite à son passage à l'émission ici, il a comme vraiment apprécié toute l'espèce de phénomène d'enregistrement. Puis parce que je pense qu'il a enregistré une partie d'un texte, je crois. Est-ce que c'est possible? Oui, il a enregistré, parce que dans le défi, les grands lecteurs, ils viennent participer à l'émission ici et ils vont à la puce à l'oreille aussi pour enregistrer un extrait de leur livre. Bien, suite à ça, lui, ça a débloqué quelque chose, puis il fait beaucoup de doublage suite au passage à l'émission ici. Oui, c'est un début de carrière fulgurant. Oui, puis il y a des trucs de Disney, des trucs... en tout cas, je peux pas trop en parler parce que peut-être que je veux pas vendre de punch, mais en tout cas, il y a des beaux projets pour Henri qui s'en viennent. On lui en souhaite, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'avenir. Personne exceptionnelle et formidable. Oui, donc je disais, c'est un ambassadeur pour Folle École. Qu'est-ce qu'on peut dire, Catherine, de cet univers scolaire qui est tout à fait particulier, complètement déjanté, de l'école Sacré-Cœur de Poulet, où vous avez situé l'action des 3 tomes. Et moi, je voudrais ajouter qu'on vous entend
quand on le lit, là, Ouais. on vous entend parler, vous entend dire le texte presque. C'est très drôle. C'est des situations complètement rocambolesques. Les jeux de mots, les personnages eux-mêmes qui sont très, très typés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ben, ce qui vient d'être nommé, c'est beaucoup la personnalité de mon écriture. On me dit ça, Ouais. beaucoup de Bérénice aussi, qui est une espèce de monologue intérieur. Je pense que c'est une déformation. J'écris comme je l'entends. C'est une déformation professionnelle, en fait. C'est Ouais. que j'écris comme je le jouerais. Parce que c'est ça que je fais dans la vie en premier, de jouer Ouais. des personnages. Donc, pour moi, c'est important dans l'écriture de cibler des personnages dans la vie. On ne parle pas tous pareil. Il y a du vocabulaire coloré, des expressions particulières, une façon de parler, un débit. Ouais. Il y en a qui parlent très lentement, il y en a qui parlent rapidement, il y en a qui parlent coloré. Bon, donc c'est j'ai continué. Je m'amuse toujours avec l'écriture et c'est ce que je continue à faire avec Folle École, de m'amuser. Et oui, je pourrais bien essayer d'écrire sans que ça soit joué, mais c'est plus fort que moi. On dirait que les dialogues, j'aime ça, je veux que ça soit rythmé, je veux que ça soit bouge, drôle. Oui, ouais, ça ça bouge. bouge. Puis, oui, il y a ce désir-là pour moi d'avoir planté un décor dans un cadre connu pour les enfants. Donc, c'est une école. Mais au début, j'ai fait, ben oui, mais là, c'est plate, une école. Ils vont là, journée longue, ils n'auront Mais pas elle le est pas goût. plate, cette Ils n'auront école-là. pas le goût de lire ça, Folle École. Fait qu'il faut que ça s'appelle Folle quelque chose. Il faut qu'il y ait Ouais. quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait Ouais. quelque chose de loufoque qui va être donc dans un connu rassurant pour un enfant lecteur. Ouais. Donc, des cases, des classes, une enseignante, Une un brigadière. directeur, une brigadière. Qui est soi-disant aveugle. Exact. mais bon. Ben, c'est ça. Mais on ne sait pas. On le saura. Mon Dieu, on le saura pas jamais si c'est vrai. Mais voilà. Donc, je voulais créer un cadre connu. Mais ce qui s'y passe, c'est la grande folie, c'est l'inconnu, c'est le loufoque. Donc, je m'amuse beaucoup avec ces codes-là. Et nous aussi, les lecteurs, on s'amuse beaucoup. Est-ce que vous pensez, Catherine, que les illustrations de Jean-Philippe, qu'est-ce qu'elles apportent, ces illustrations, dans ce monde complètement fou? Ben, c'est la vie, hein, l'illustration. C'est Ouais. la vie. Puis dans la littérature jeunesse, il y a une grande place que j'aime beaucoup qui est faite à l'abstraction, qui est faite à l'ouverture de l'imaginaire d'un enfant. Mais le médium que Jean-Philippe pratique, puis sa façon de le pratiquer, il est dans un tangible, il est dans un concret, et il est dans l'expression de, justement, moi, ce que j'écris, ben lui, il saute là-dessus, puis il ajoute une dimension supplémentaire à la folie que je présente, si on veut. Donc, on n'est pas dans l'abstraction avec la façon d'illustrer de JP, on est... excuse-moi, Jean-Philippe. On est dans la folie, moi, ça me fait rire, puis maintenant... Ben, quand j'écris, je me doute un peu où est-ce qu'il va aller. Oui, oui. Fait que moi, c'est ça qui me fait triper. Puis des fois, c'est juste... Des fois, je vais donner une parole à un personnage juste parce que je veux que ça soit Que le dessin celui-là. arrive. Oui! Des fois, je fais « Oh non, c'est pas Kenzo qui va dire ça va être Passiflore parce que j'aime ça quand Passiflore est dans mon livre. » Tu sais, Oui, fait oui, que oui. là, les courants se rencontrent, puis là, c'est un réel partage. Tu sais, si au départ, j'ai laissé... Bien sûr, puis... Je lui ai laissé carte blanche pour les looks. On en a parlé un peu, mais c'est important pour moi que Jean-Philippe y ait une part de création. C'est Oui. ce qui me fait le plus triper, en fait, dans ça. Pour moi, c'est une co-création. Ben, puis ça Vraiment. marche. Jean-Philippe, comment vous avez entrepris d'illustrer cet univers scolaire très singulier? Vous utilisez quelle technique dans ce projet-là? Est-ce que vous partez du texte, des personnages? Est-ce que vous avez fait vous-même les choix de la typographie? Parce que ça bouge, ça aussi. La typo, c'est beaucoup la bagnole, je pense, parce que c'est un cadre, c'est une collection Je lis seul, Oui. qui, Les 6-8 qui a un ans. format, ouais, c'est ça, très particulier, tu sais, avec Lucille Moufette qui pète ou Oui. Truc de peur, ces choses-là. Il y a quand même un cadre assez précis dans, je dirais, le graphisme de l'ensemble du livre. Mais après ça, on peut vraiment flyer en bon français où on veut. Puis moi puis Catherine, en fait, ce qui est le fun, c'est qu'on s'est parlé avant quand même. Puis c'est drôle parce que j'entends Catherine parler d'une co-création. Pour moi, c'est sûr que je me voyais vraiment beaucoup plus au service du texte, alors que pour moi, la créatrice, c'est vraiment Catherine de Folle École parce que c'est son idée. Puis c'est comme ça que j'en parle beaucoup. Fait que ça me touche d'entendre ça. Mais ça vient quand même... On a fait 1 ou 2 rencontres, je pense, des Zooms, où on se disait comment tu vois cette personne-là. OK, moi, je l'avais vue un peu comme ça. C'est une espèce d'échange un peu, puis on se lançait la balle à savoir qui allait faire quoi ou qui allait ressembler à quoi. Fait que dans le fond,
À partir de ce qu'on s'était entendu, après ça, là, j'ai flyé, puis là, on est allé dans un univers qui est complètement... Mais c'est tellement bien écrit que... Oui. Puis Catherine parle d'une déformation professionnelle, mais en fait, c'est beaucoup ce qu'on reçoit, je trouve, comme commentaire. C'est de la façon dont c'est écrit. Peu, des fois... En fait, c'est qu'on... J'aime pas ça dire ça de même, mais qu'on prend pas les jeunes... pour des nonos un peu. Je trouve que c'est écrit d'une façon où des fois, peut-être que l'enfant va faire « Maman, qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette tournure de phrase-là ou quelque chose? » Puis des fois, je trouve que ça amène des bons questionnements, puis j'aime ça, cette façon-là d'écrire aussi. Je trouve qu'il est... De considérer que le lecteur est intelligent. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, tout à fait. Et, on parle, je vous posais la question par rapport à la technique. Ouais. Est-ce que vous travaillez de façon numérique? Oui, moi, tout se fait sur mon iPad. Oui, c'est vraiment maintenant, là, avant, j'avais l'ordinateur, la grosse tablette. Là, puis j'étais très, très confiné dans un bureau avec ma tour, mon ordinateur, puis tout ça. Puis maintenant, les iPads, c'est tellement incroyable ce qu'on peut faire. Fait que, non, maintenant, je peux aller travailler dans des cafés, tout ça. Je dessine tout sur mon iPad. J'envoie ça en PDF aux filles pour des notes. Puis après ça, j'envoie ça... génial. Que le iPad. On va revenir à Folécole, si vous voulez. On va explorer un petit peu vos univers littéraires respectifs. Catherine, on l'a dit plus tôt, vous avez livré des chroniques sur la littérature jeunesse à la radio et vous faisiez des suggestions dans la formidable série Conte puis raconte, toujours disponible sur ici, tout.tv. Vous avez été porte-parole du prix jeunesse des libraires du Québec pendant 12 ans et vous étiez invité d'honneur du dernier salon du livre de Longueuil. Aux éditions de La Bagnole, vous avez publié 2 romans illustrés par Cyril Doineau, Bérénice, ou La fois où j'ai presque fait la grève de tout, en 2019, et Bérénice, ou La fois où j'ai failli mourir sur scène, en 21, qui s'adresse aux lecteurs plus vieux, plus les ados. Oui, les 9-12 ans, je dirais, oui. Et vous avez publié aussi Ma vie avec un saumon fumé en 2021. Vous abordez les peurs, le stress, l'anxiété pour les plus petits. Pourquoi écrire? Pourquoi particulièrement pour les jeunes, Catherine? Ah, c'est la belle question, ça. Pourquoi écrire? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours écrit. 12, 13, 14 ans, 15 ans, j'écrivais de la poésie, des paroles de chansons. J'ai commencé je sais pas combien de romans. L'écriture a toujours fait partie de ma vie. J'ai été rédactrice en chef du journal étudiant au cégep aussi. J'ai étudié en lettres. Le journalisme écrit m'intéressait. Donc, l'écriture a toujours fait partie de ma vie. La différence depuis quelques années, c'est que maintenant, les élans créatifs, les élans d'écriture, en fait, c'est ça, ils viennent de mon besoin de créer, en fait. Donc, quand je joue pas comme comédienne, quand j'ai pas de contrat, je fais pas mon propre boulot, hein. J'attends, je suis dans une position passive, j'attends qu'on m'appelle. Dans ce temps-là, je veux créer encore. Et là, l'écriture me permet ça. De produire. Ben oui, de m'asseoir devant mon ordi puis de faire, j'y vais. C'est facile, bien sûr, parce que j'ai eu une invitation de la part de La Bagnole. Là. J'ai pas soumis un manuscrit. Je suis passée un peu par le chemin inverse. Là. C'est La Bagnole qui m'a rejoint, qui m'a dit, Catherine, qu'est-ce que tu voudrais dire? Pour les enfants, alors? Oui, puis honnêtement, c'était un parcours naturel pour moi parce que j'étais porte-parole du prix des libraires jeunesse. C'est mes pairs, mes collègues qui m'ont inspirée, en fait. C'est les histoires jeunesse de mes aujourd'hui collègues. J'ai fait « Oh, OK, wow, ça m'inspire. Moi aussi, j'ai envie d'aller jouer dans votre cours, si on veut. » Puis à l'invitation de Bagnole, je me suis permis d'y aller. Mais pourquoi écrire? Ça me fait du bien. Je pense que c'est plus pour moi que je le fais que pour les autres. C'est très, très égoïste comme démarche. Parfait. Puis je change... J'ai pas la prétention de dire que je change des vies. J'ai pas la prétention de dire... Mais c'est sûr que je me suis donné une petite mission avec Bérénice, entre autres, de transmission, de dire s'il y a, après lecture de mes Bérénices, je sais pas moi, 20, 30, 40 jeunes qui savent que Clémence Desrochers existe, que Régent Ducharme existe, voilà, c'est un pari que j'aurais réussi. Mais essentiellement, j'écris parce que ça me permet beaucoup de liberté dans mon métier de création. En fait. On apprécie beaucoup ça. Jean-Philippe, vous avez publié chez Les Malins l'album Sriracha.
avec un T, Aventure à la cabane à sucre. Le personnage, un petit chaton tout mignon et hyperactif, sait se rendre utile et se faire aimer. Dans le tout carton pas si différent, vous abordez le thème de l'unicité pour les plus petits. Dans Maman et les nuages, c'est le thème de la mort que vous présentez très, très tendrement et délicatement. Et les chats sont toujours présents. C'est un fil conducteur ici. C'est très réconfortant. Pourquoi vous avez choisi de quitter votre carrière d'avant et d'écrire et de dessiner pour la jeunesse, Jean-Philippe? C'est une bonne question. En fait, je pense que quand j'ai terminé mes études, je me disais que j'allais travailler dans le domaine de l'animation parce que j'avais le goût de raconter des choses, mais en travaillant dans ce domaine-là, on se rend compte quand même que ça prend l'apport de tellement de gens que ça devient un peu dilué, nos idées. Puis il y a des paliers d'approbation tellement importants et à plusieurs niveaux que ça devient pas vraiment un projet de cœur qu'on a fait nous-mêmes. C'est vraiment un projet d'équipe, ce qui peut être très bien aussi. C'est juste qu'à un moment donné, je trouvais que mon apport créatif était vraiment moins sollicité. Puis j'avais envie de raconter, comme je le disais dans ma biographie, que j'avais le goût de raconter mes histoires. Fait que dans le fond, c'est arrivé comme ça. Puis je me suis demandé aussi qu'est-ce que j'avais à dire. Parce que moi, j'ai toujours plus dessiné. Comme Catherine disait qu'elle a toujours écrit. Moi, pas tant, mais j'ai toujours dessiné. Mais je me suis rendu compte que je disais des choses quand même dans mes dessins. Puis, il y avait un message. Il y avait un message. Puis j'essaie beaucoup d'y mettre du cœur. Puis j'essaie que ça se reproduise. Puis que ça se représente dans mon travail. Mais moi, je découvre l'écriture en ce moment. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais laisser peut-être soit des générations futures ou quel message je trouvais important de parler. Comme Maman dans les nuages, c'est un livre sur le décès d'un parent parce que c'est une histoire qui est arrivée dans de la famille proche, d'un cercle d'amis rapprochés. Puis c'est une tragédie. Puis j'avais envie d'en parler, puis la personne qui a vécu ça me disait, tu sais, il n'y a pas de livre sur la mort d'un parent, il y a des livres sur la mort d'un chien ou d'un grand-parent ou d'un animal de compagnie, mais pas d'un parent pour un enfant. Fait qu'on a décidé d'en faire comme une espèce de guide, peut-être, plus qu'un best-seller, là, sachant très bien que c'est pas ça qui allait vendre complètement... Mais c'est très beau, c'est très tendre. Mais c'est d'y aller moins en douceur parce que c'est un sujet qui est quand même c'est délicat, mais c'est très, très... C'est tout à fait efficace. Qu'est-ce qui vous mijote dans votre marmite d'autrice, votre marmite d'auteur, illustrateur? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire bientôt de Catherine Trudeau et de Jean-Philippe Moras? Ben là, on peut dire qu'on travaille. Tu travailles actuellement et moi, je viens de finir de mettre la dernière main à un Folle École 4. Donc ça mijote activement sur le chaudron chez Jean-Philippe pour les illustrations parce que j'écris en premier puis dessine après. Et moi, j'ai une publication à venir en décembre 2024 que je peux pas annoncer encore officiellement, mais je reviendrai vous en parler avec plaisir. Oui. Mais oui, autre publication dans une autre maison d'édition. Okay. Je vais aller ailleurs qu'à la Bagnole pour la première fois. D'accord. Et Jean-Philippe? Donc oui, c'est ça, Folle École 4 pour moi qui est en train de se travailler. Puis moi, je pense qu'au mois d'août, je pense que je peux le dire, avec les éditions de la Goélette, les éditions Goélette, en fait, je crois, je vais sortir le début d'une collection, en fait, qui s'appelle Les Mystères d'Olivia, qui est une espèce de thriller, un peu de jeune fille qui élucide un peu le mot crime est très, très en parenthèse. Qui fait des enquêtes à son école primaire, dans sa classe de maternelle. Ça, on a hâte de lire ça. En terminant, Catherine et Jean-Philippe, c'est la tradition à Images et mots à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Je vois que vous avez apporté le livre, Jean-Philippe. Qu'est-ce que c'est? Qui est une immense brique quand même, mais En fait, je suis vraiment un fan des histoires d'aventure, un peu de fantastique pour les jeunes. C'est une nouveauté de Jordan Lees et ça s'appelle Les Whisperwick et le titre du premier tome, c'est Les Labyrinthes sans fin. Puis c'est une histoire complètement fantastique. J'imagine que l'auteur doit être tanné un peu de se faire comparer avec des Harry Potter et tout ça, mais c'est dans la même trame un petit peu là, avec ou les Artemis Fowl. Beaucoup aux jeunes. Hein? Oui. Puis c'est super bien écrit. Je pense que les jeunes vont dévorer. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Je le conseille fortement. Et Catherine? Moi, je demeure... je m'en vais dans un livre utilitaire qui va attiser les conversations dans les familles. On est avec Réfléchir pour mourir moins cave à la Bagnole de Louis Dugal, qui est un professeur de philo au collégial. C'est 35 questions philosophiques à se mettre sous la dent. Tu sais, il est question de pourquoi on n'écoute pas les plus jeunes générations, pourquoi on se sent impuissant par rapport au changement climatique. Est-ce que c'est nécessaire d'aimer sa famille?
famille. Tu sais, on est-tu obligé, en fait, pas nécessaire, mais c'est obligé d'aimer notre famille? À quoi ça sert de connaître des choses? Tu sais, des fois, on se pose pas même nous-mêmes ces questions-là, puis je l'ai assez dévoré pour moi-même. Je l'ai laissé sur la table du salon, puis j'ai vu mon ado de 15 ans l'autre jour le lire. Donc, je dirais que c'est pour 9-15 ans, mais discussion en grand groupe accompagnée, même pour les plus jeunes, de dire est-ce que tu es obligé de nous aimer parce qu'on est tes parents ou parce que tu as ton frère, ta soeur? Je trouve que ça peut susciter des belles discussions familiales, ce livre-là. C'est très intéressant comme suggestion. Je vous remercie. Je rappelle que les auditeurs vont pouvoir trouver les liens vers tous les titres qu'on a mentionnés. Et je vous remercie pour cette rencontre. Merci. Merci, Catherine, pour ce profond amour des mots que vous avez pour le rythme, la fibre artistique toujours présente, pour l'humour et pour ce désir qui vous porte de faire aimer la lecture aux plus jeunes. Merci Jean-Philippe, autant pour vos mots, pour les thèmes actuels que vous abordez, avec justesse, humour et sensibilité, pour votre travail graphique, plein de couleurs vives, de lignes pures, de personnages allumés qui rejoignent les enfants. Au grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Super. Merci à vous pour cette émission. Oui, merci. C'est un grand plaisir aussi. Je m'appelle Juliane, j'ai 11 ans. J'aime lire des livres de Kazu Kibushi parce que c'est une série de BD avec beaucoup d'aventures et de suspense. Je m'appelle Ellie, j'ai 11 ans et j'aime lire Les yeux du dragon de Stephen King parce qu'il y a beaucoup d'intrigues et de suspense. Les actuels littéraires. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires, pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 12 mai, à Marie raconte, je lis Les couleurs du bonheur de Sophie de Moulenheim et Annick Masson des éditions Fleurus. Grand-mère Oma révèle à Victor son secret pour s'endormir, le cœur joyeux. Se souvenir de 3 jolies choses de sa journée. Il y a des jours où c'est facile pour Victor, d'autres jours il ne trouve pas. Oma lui offre alors un appareil photo un peu magique qui l'aidera à voir tout ce qui est beau dans la vie. On en écoute un extrait. Victor sort du magasin tout penaud et un peu vexé. Il veut prendre de belles photos, lui aussi. Alors il décide de ne pas se presser, comme Oma ou le jeune photographe. Victor regarde attentivement autour de lui, s'intéresse, ouvre plus grand ses yeux, y met du cœur et distingue soudain des lampions accrochés aux arbres. Une fête se prépare. Et dire que, sans l'appareil, il ne l'aurait même pas remarqué. Victor sourit et presse le bouton. Clic! Du 4 au 12 mai 2024, à l'Espace culturel de Repentigny, c'est le Festival des Petits Bonheurs, spécialement conçu pour les enfants de 0 à 6 ans. Les différents spectacles et activités éveilleront leur créativité et leur offriront un premier contact avec l'art. Spectacles, cinéma, ateliers d'éveil culturel, grandes fêtes, il y en a pour tous les goûts. Pour connaître la programmation complète et vous inscrire, l'adresse est sur notre site. J'ai ciblé ici Repentigny, mais le Festival des Petits Bonheurs, c'est valide partout au Québec. Donc, je mettrai le lien sur le site pour toutes les activités. Du 9 au 12 mai se tient le 11e Salon du livre du Grand Sudbury à la Place des Arts de Sudbury. Pour la programmation jeunesse, voir le lien sur notre site. D'avril 2024 à janvier 2025, dans le cadre du 8e Salon du livre de Bonaventure, il y a la formule 4 saisons hors les murs. Pour voir les invités et la programmation en mai, le lien est sur le site de l'émission. Mercredi 8 mai, de 17h à 19h à la librairie Le Port de Tête à Montréal, aura lieu le lancement de Déménager au ciel de Mélodie Bugeaud-Henry et Jean-Guy Forget, publié à la courte échelle. Quelques sorties de livres récentes à souligner. Le tome 14 de la très populaire série Défense d'entrée, L'étoile filante de Caroline Héroux, publié chez Défendu. Chez Station Jeunesse, le livre Pas de jambes de Nadine Poirier, illustré par Manuela Côté. Aux éditions Les 400 coups,
Ouvrir grand ses oreilles de Céline Claire et Marie Lafrance que j'ai eu le plaisir de lire récemment aux enfants non-voyants et malvoyants de l'école Jacques Ouellette à Longueuil. L'album fait partie de la sélection 2024 de IBI Canada dans le programme des livres exceptionnels pour jeunes en situation de handicap. Toujours aux 400 coups, le très drôle « Si j'avais su » de l'illustratrice et autrice Geneviève Després et l'album « La question qui tue » de Jean Leroy et Olivier Dutot qui aborde avec humour et tendresse le thème de l'éventuelle mort d'un grand-papa. Chez Héritage Jeunesse, dans la collection unique, Sophie Gagnon-Roberge, alias Sophie Lee, vient de publier Mon tourbillon invisible, illustré par Dorian Danielsen à propos de TDAH. Et finalement, chez Héritage, dans la sélection Monarque, Jonathan Bécotte signe Une année sans elle, A-I-L-E, illustré par Cathy Fauché. En terminant, des félicitations aux lauréats des prix Espiègle des bibliothèques scolaires du Québec 2024. Pour le primaire, Larry Tremblay et Enzo pour La souffleuse, publié chez Deux. Pour le secondaire, Camille Toffoli pour S'engager en amitié, publié chez Éco-Société. Et parmi les lauréats des prix BDS Causa, le prix Yvette Lapointe, qui récompense le meilleur album jeunesse de langue française, publié au Québec, a été décerné à l'autrice et illustratrice gaspésienne Orbi pour sa bande dessinée Le tiroir des bas tout seul, publiée aux 400 coups. Je m'appelle Émile, j'ai 10 ans. J'aime lire des livres du genre fantastique ou de science-fiction parce que j'aime découvrir des choses qui sont pas dans la réalité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs de cet épisode, Geneviève Chauvette et ses élèves de l'école Wilfrid Bastien, Alice Lavallée-Poirier et Amina Taha, Marie Barguirdian pour sa chronique, l'autrice, comédienne et animatrice Catherine Trudeau, ainsi que l'auteur et illustrateur Jean-Philippe Maurras, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve, je le souhaite, dans 2 semaines.